Chers camarades, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis fort ravi de parler ce matin de la formation au socialisme et la démocratie dans le cadre de l'ouverture de votre école de formation. Et je voudrais dans un premier temps montrer pourquoi la formation est importante. Importante pour toute personne et pas seulement pour tout militant. J'essaierai ensuite de répondre à trois questions. La première, faut-il entendre par socialisme et démocratie? La seconde, y a-t-il un lien entre les deux vocables? Si oui, qu'est-ce qui unit socialisme et démocratie? Ce sera la troisième question. Commençons par le premier point. Pourquoi est-il important de se former? Prenons un exemple simple. Celui qui veut enseigner bénéficie au préalable d'une formation théorique et pratique. Il apprend non seulement comment dispenser des connaissances, mais il apprend également comment réagir dans telle ou telle situation. Sans cette formation théorico-pratique, il lui sera presque difficile d'accomplir correctement la tâche qui lui a été assignée. On peut donc affirmer, primo, qu'on se forme pour être efficace, pour bien faire ce qu'on a à faire. Secondo, celui qui est formé connaît ses obligations et ses droits. Et connaître ses droits, c'est en quelque sorte se blinder contre tout arbitraire. Tertio, la personne formée se blinde aussi contre toute manipulation et contre toute intoxication. Elle n'est plus à la merci des gens qui interprètent mal les textes religieux ou les textes qui régissent les partis politiques. Cette personne ne fait plus partie de ce peuple qui non seulement périt faute de connaissances, Osée 4, verset 6, mais qui par ignorance tremble et s'agenouille devant n'importe qui inutilement et indignement. Ça m'amuse toujours de voir ces chrétiens, ces fidèles chrétiens ou ces militants qui, par paresse intellectuelle, s'en remettent à leurs dirigeants, hein, dans les églises, aux pasteurs, aux prêtres. Voilà, on laisse euh, uniquement à ceux-là le soin de lire le texte. Je pense que ceux qui font ça ont tort parce qu'il faut se former, c'est-à-dire aller soi-même euh, au contact du texte, lire le texte pour savoir si ce que le pasteur ou le prêtre euh, dit est exact ou non. Voilà, donc celui qui est formé, eh bien, il ne s'expose pas à des manipulations et à des intoxications. Socialisme et démocratie. Karl Marx définissait le socialisme comme une société transitoire entre le capitalisme et le communisme. Je renvoie ici à son ouvrage majeur, le Manifeste du Parti communiste, publié en 1848. La question qui se pose alors est celle de savoir ce qui distingue fondamentalement le socialisme du capitalisme. Grosso modo, je dirais que le capitalisme s'accommode facilement des injustices et des inégalités sociales. Il promeut l'intérêt particulier, l'existence d'une classe trop riche à côté d'une classe trop pauvre ne lui pose aucun problème. Autant de choses qui poussent Karl Marx à soutenir que le capitalisme génère pauvreté et détresse sociale. Le socialisme, conçoit-il les choses différemment? C'est cette question que nous voulons examiner à présent. Du mot latin socius, que l'on peut traduire par compagnon, allié, ou celui avec qui on a un lien, le socialisme est une doctrine qui est en faveur de la justice sociale, de l'égalité, de l'intérêt général et de l'intervention de l'État pour une répartition équitable des richesses. Deux autres traits du socialisme sont l'attention aux pauvres, d'une part, et d'autre part, la solidarité et la camaraderie qui devraient exister entre militants, c'est-à-dire entre ouvriers, paysans et élites. On retrouve ici le premier sens du mot compagnon selon l'étymologie latine. L'historien Albert Samuel assimile le socialisme à un ordre politique qui partage le pouvoir. Mais attention, il ne s'agit pas ici de partager des postes politiques comme on partage un gâteau ou un butin.
mais de délibérer ensemble afin de parvenir à la construction d'une cité qui offre la liberté, la sécurité, la prospérité à tous les citoyens. Ce qui me conduit à aborder la question de la démocratie. Comment je comprends ce dernier, la démocratie, et qu'est-ce que je pense de son fonctionnement actuel. Le mot démocratie vient du grec. Il est composé de démos, le peuple, et de kratos, le pouvoir. Par conséquent, la démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple. Certains ajoutent pour le peuple, et ils n'ont pas tort. Parce qu'en Afrique, par exemple, lorsqu'on est élu par la majorité du peuple, on gouverne pour ce peuple-là qui vous aide. On ne gouverne pas pour la France. On ne travaille pas pour les États-Unis, pour l'Angleterre. On travaille pour le peuple qui vous aide. Donc, je pense que cette précision, elle est importante. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par le peuple. C'est ce qu'on appelle le principe de souveraineté, sans qu'il y ait de distinction basée sur l'âge, la richesse, la compétence ou la naissance. C'est ce qu'on appelle le principe d'égalité. L'égalité est ainsi ce que la démocratie a en partage avec le socialisme. Elle s'oppose, la démocratie, ipso facto, à l'aristocratie, où le pouvoir est aux mains d'une élite intellectuelle ou technocratique. Elle s'oppose, la démocratie, à la gérontocratie, pouvoir exercé par les personnes âgées. Elle s'oppose à l'oligarchie, pouvoir détenu par un petit nombre de personnes. La démocratie s'oppose à la plutocratie, le pouvoir détenu par les individus les plus riches. Et enfin, la démocratie s'oppose à la théocratie, où le pouvoir est détenu par la caste sacerdotale, c'est-à-dire par les prêtres. Dans une vraie démocratie, le peuple est souverain, c'est-à-dire que ni l'autorité ni l'initiative ne lui sont enlevées. Car ce qui est au cœur de la démocratie, c'est l'autonomie, souligne Cornelius Castoriadis. Il ajoute, et je cite, quand le peuple est dépouillé de sa capacité d'auto-institution et de son autonomie, quand les lois s'imposent de l'extérieur, c'est l'hétéronomie qui prévaut. Fin de citation. Cette citation, vous la trouvez dans son ouvrage Quelle démocratie? Point d'interrogation, tome 2, paru en 2013. C'est dire que, même si cela est important, le fait d'organiser des élections tous les 4 ou tous les 5 ans, le fait d'avoir une pluralité de partis politiques et de journaux, ne suffit pas pour que l'on parle de démocratie dans un pays. En d'autres termes, n'est pas démocratique un pays qui reçoit des ordres de Berlin, de Londres, de Paris ou de Washington. N'est pas démocratique un pays dont la monnaie est contrôlée par un autre pays. N'est pas démocratique un pays qui n'est pas en mesure d'assurer lui-même la sécurité de son territoire et de ses frontières. Ce qui manque à un tel pays, c'est la souveraineté. Si la démocratie, selon Jean-Paul II, est un système qui assure la participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux gouvernés la possibilité de choisir et de contrôler leurs gouvernants ou de les remplacer de manière pacifique lorsque cela s'avère opportun. Fin de citation. Vous trouvez cette citation dans sa lettre encyclique Centesimus Annus, parue en 1991. Donc, si c'est cela la démocratie, si dans la démocratie la loi est la même pour tous, si la démocratie garantit les libertés individuelles, si la démocratie permet au pouvoir d'arrêter le pouvoir grâce à la séparation des trois pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire, selon la formule de Montesquieu dans son ouvrage de l'esprit des lois, est-ce que la démocratie est pour autant irréprochable? Est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui d'une manière satisfaisante? Eh bien, la réponse de Castoriadis est non. Castoriadis dit que la démocratie occidentale, telle que nous la voyons aujourd'hui, est malade. Pour lui, la démocratie occidentale est une fausse démocratie, parce que la souveraineté est remise à quelques représentants difficilement révocables. Vous voyez, le peuple élit des gens pendant 5 ans, par exemple, pour prendre le cas de la France, et pendant 5 ans, ces gens peuvent prendre des décisions qui n'arrangent pas le peuple, mais on ne peut pas les renvoyer. Il faut attendre que les 5 ans finissent, vous voyez. Donc, c'est ce qu'il appelle les représentants difficilement révocables. À mon avis,
l'opinion des philosophes français sur le système démocratique dans les pays européens peut aisément s'appliquer à certains de nos partis politiques en Afrique, qui n'ont de démocratie que le nom. Pourquoi? Parce que la délibération dans ces partis n'est pas collective, c'est toujours un petit groupe, une minorité de gens une minorité de personnes qui prend les décisions pour tout le monde. Parce que quand arrivent les élections, qu'est-ce qui se passe? Certains candidats sont parachutés ici ou là contre l'avis des militants de base. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que ces gens qui sont parachutés, ils échouent. Et comme on dit trivialement à Abidjan, ils tapent poteau. Ouais. Et parce que les tests sont rarement respectés ou appliqués dans ces partis. J'ai déjà dit que le socialisme visait à obtenir l'égalité sociale. Je voudrais maintenant ajouter que cette égalité doit commencer dans les partis politiques qui se réclament du socialisme. Car on ne peut pas être pour l'égalité et verser dans le culte de la personnalité ou dans l'idolâtrie du chef. Se revendiquer du socialisme qui prône la simplicité et mener une vie de petit bourgeois, comme on a vu en France avec certains socialistes français comme Strauss-Kahn, Laurent Fabius, Cahuzac et d'autres, c'est manquer de cohérence. Alors, justement, ces socialistes petits bourgeois, Laurent Geoffrin parle d'eux dans son ouvrage Histoire de la gauche caviar, paru aux éditions Robert Laffont en 2006. Et donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas se revendiquer du socialisme qui prône la simplicité, le dépouillement, hein, la sobriété et mener une vie de petit bourgeois. Euh, tout comme il est inconséquent de prétendre se battre pour le petit peuple et de ne fréquenter que ceux qui exploitent et écrasent le petit peuple. La démocratie n'est pas vécue de la même manière aux États-Unis, en France ou en Angleterre. Il revient donc à l'Afrique de trouver sa propre voie, d'inventer un système qui permette à la fois aux citoyens de participer aux décisions politiques, de choisir et de contrôler leurs dirigeants. Voilà, chers amis, ce que j'avais à partager avec vous sur ce thème de formation au socialisme et à la démocratie. J'espère ne vous avoir pas ennuyé. En tout cas, je souhaite plein succès à vos travaux et j'espère que nous aurons des occasions d'échanger. Merci et bonne journée.